Hello, bonsoir. J'ai pas d'intro, je sais pas quoi dire pour une intro, donc voilà, bonsoir, hello, hey, ça va? Bonjour. Bref, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je fais un petit bilan lecture du mois de mai. Oui, on est parti dans les gros clichés de Booktube, hein, les hauls, bilan lecture, etc., etc. Mais je réfléchis à d'autres vidéos, j'ai des petites idées, tout ça, mais il faut que je trouve le moyen de mettre ça en place. Bref. Et je vais surtout essayer de faire une vidéo moins longue que celle du haul. Mais bon, le haul, c'est pas de ma faute, j'avais quand même beaucoup de livres. Et puis, bon, je racontais un peu ma vie. Hein. Bref, c'est parti. Alors, pour le mois de mai, il y a beaucoup de bouquins. Je vous mettrai juste ici, quelque part, là, l'image, enfin la couverture. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup que j'ai lu sur Liseuse. Donc, j'ai pas les bouquins à vous montrer. On y va tout de suite avec le premier bouquin. Premier bouquin. Le Roi Maléfique de Holly Black chez Rajo, donc c'est le deuxième tome de la saga Le Peuple de l'Air, c'est ça, qui vient juste après Le Prince Cruel. Voilà. Je vais pas trop résumer celui-là parce que sinon ça va spoiler un peu le tome 1, enfin même pas un peu, beaucoup. Et juste voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré le tome 2 au tome 1. Le tome 1, j'ai beaucoup aimé, je dis pas que j'ai pas aimé, attention, j'ai aimé. Mais j'ai trouvé ça un peu lent à se mettre en place. Il se passait pas grand-chose. Et puis, voilà. Mais le 2, vraiment, je plus sois. Ensuite, deuxième bouquin. Deuxième bouquin, c'est là qu'on commence à mettre des images. C'est Six of Crows de Leigh Bardugo. Alors, on est encore dans l'univers de Grisha. Je sais pas si vous avez lu Grisha, mais en ce moment, il y a la série sur Netflix. Enfin, pas en ce moment, mais la série, elle est sortie sur Netflix. Elle s'appelle Shadow and Bone, la saga Grisha. En fait, dans l'univers Grisha de Leigh Bardugo, on commence par la trilogie Grisha, que je recommande, c'est très jeunesse, mais je recommande, enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé parce que, ou pas trop aimé parce que c'était trop jeunesse. Moi, je m'attendais à du jeunesse, donc j'ai pas été déçue et j'ai vraiment aimé cet univers, en fait, un peu slave, etc. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et donc, Six of Crows, c'est une duologie. Ça se passe après. Et dans un autre contexte, en fait. C'est pas le même lieu. Ça se passe à Ketterdam. Ça ressemble à une sorte d'Amsterdam, en fait, du début du siècle, probablement fin 19e, début 20e. Et voilà. Et en regardant la série, c'est exactement comme je me l'étais représentée, en fait. Alors, Six of Crows, ça raconte l'histoire de 6 jeunes qui sont à Ketterdam et qui sont envoyés, qui ont pour mission d'aller, délivrer un savant Grisha qui est retenu prisonnier par des Fierdans. Je sais pas comment on prononce, moi j'ai toujours prononcé ça Fierdan, Fierdans, je sais pas. Moi je dis Fierdan, d'accord ? Voilà, et puis donc il y a des histoires d'amour qui se lient entre eux, mais c'est pas le centre du récit, et ça c'était vraiment bien. Voilà, tout n'est pas axé sur les romances, etc. C'est vraiment secondaire, et on sent que il y a des petits trucs qui se passent entre eux, voilà. Mais c'est vraiment pas ça le pitch du roman, et c'était vraiment bien. C'est plus adulte, avec des énormes guillemets, c'est plus adulte que Grisha, c'est plus young adulte en fait, voilà. Il y a plus de violence, etc., la drogue, les meurtres, etc. Enfin ouais, la drogue, la drogue. Donc vraiment, je recommande aussi Six of Crows. Je voulais lire en fait le tome 2, non, le tome 2, n'importe quoi. Je voulais lire le tome 1 avant de commencer la série sur Netflix, et je suis vraiment pas déçue. Même si j'aurais pu en fait regarder la série sans lire le tome 1, parce que ce qui se passe dans la série, c'est pas du tout tiré du tome 1, c'est ce qui se passerait avant. Ils ont inventé en fait ce qui se passerait avant le tome 1, là, de Six of Crows. Voilà. Troisième bouquin. Le troisième bouquin dont on va parler, encore une image ici, c'est Magic Charlie de Audrey Alouette. Pareil, je sais pas comment on prononce. Alouette, je pense. En plus, c'est mignon, ça fait Alouette. Chez Gallimard Jeunesse, voilà, ça j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, c'était le tome 1. J'ai le tome 2 déjà qui m'attend dans la liseuse et je crois que je vais pas tarder. C'était vraiment bien. On suit donc Charlie, qui est un ado comme les autres,
jusqu'au jour où il apprend qu'il est un magicien, héritier d'une des plus grandes magicières, sa grand-mère. Mais sa grand-mère, en fait, elle a perdu tous ses souvenirs, elle parle quasiment plus, elle passe ses journées à regarder dans le vague sans parler. Et il va donc faire son apprentissage auprès de Maître Lin, et il va avoir pour mission de chercher les souvenirs de sa grand-mère qui sont en fait sous forme de petites billes blanches, parce que dans le monde des magiciens, on peut payer soit en argent, en sonnante et trébuchante, soit en souvenirs, sous forme de petites perles blanches. Et sa grand-mère, en fait, bizarrement, elle a vendu tous ses souvenirs, enfin elle a payé avec tous ses souvenirs. Donc forcément, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'elle a fait ça alors que c'est une des plus grandes magicières, qu'elle sait que c'est risqué, pourquoi elle a fait ça. Et on va suivre donc l'histoire de Charlie qui va partir en quête des souvenirs de sa grand-mère et du pourquoi est-ce qu'elle a vendu tous ses souvenirs. C'était vraiment vraiment bien, c'était tout doux. On va pas dire que c'était un Harry Potter à la française parce que je pense que beaucoup de gens l'ont dit. Voilà, juste on le lit en tant que tel et c'était vraiment vraiment bien. C'est tout doux et puis Charlie c'est un gamin qui est vraiment cool, c'est pas du tout un ado genre rebelle, insupportable, contre l'autorité, non je veux pas être un sorcier, un magicien, gna gna gna. Bref, non, il est vraiment cool et c'était vraiment trop trop bien. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Quatrième bouquin. Alors, il y a des ouvriers dans ma cour, enfin dans la cour de la résidence. Ils ont mis la radio à fond. Ils doivent être sur Nostalgie ou un truc dans le genre, c'est trop trop génial. Il y a le voisin qui regarde. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi il est en costard avec un nœud pape? Je sais pas, on va attendre qu'il s'en aille. Il est chelou en plus. Punaise, il s'assoit. Toute première fois, 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 toute première fois. Ouais, je pense qu'ils sont sur Nostalgie à la radio. Ça y est, le voisin est parti. Bouquin suivant, donc, Lady Mechanica, le tome 7 de Joe Benitez chez Glénat Comics. Alors, j'adore cette série, vraiment. Jusque-là, en fait, je lisais pas trop de comics et un jour, je suis tombée là-dessus. Les dessins sont magnifiques. En fait, on est carrément dans un monde steampunk. J'adore le steampunk. Et regardez ça. Oh, c'est trop trop beau. Vraiment trop beau. Celui-là, je vous l'ai présenté dans le haul du mois de mai. Et vraiment trop trop beau. Trop trop beau. Les dessins, les détails, vous savez, les mécanismes, etc. C'est vraiment bien. Alors, celui-là, c'était pas mon préféré de la série. Mon préféré, je l'ai dit dans le haul, je vais peut-être pas le répéter. Si, je le répète encore. C'est celui, je crois que c'est le 4. C'est 4 ou 5, je sais plus. Celui, ou 6. Non. 4. Le 4. C'est celui sur la fête des morts au Mexique. Les dessins étaient juste magnifiques. Voilà. Donc jusque-là, en fait, je les empruntais à mon père, qui lui-même les empruntait à la médiathèque de la ville. Sauf qu'il n'avait pas encore le 7. Et comme de toute façon, je veux tous me les faire, je veux me faire la collection complète, j'ai acheté le tome 7, comme ça, je peux le lire. Et puis comme ça, j'aurais plus qu'à acheter les tomes précédents au fur et à mesure. Alors là, donc on suit Lady Mechanica qui est appelée en Espagne au chevet d'un jeune garçon qui était possédé, qui semblait être possédé, d'accord? Il a été exorcisé, sauf que la nuit, la mère en fait du jeune homme continue d'entendre un démon l'appeler pour qu'il les rejoigne. Et en fait, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il y a des histoires de vampires et que ce jeune homme n'est pas possédé, il est juste gay. Voilà. Et voilà, on est dans une société, voilà, fin du 19e. Et donc Lady Mechanica va essayer forcément de faire en sorte que ses parents arrêtent d'essayer de l'exorciser, que le prêtre qui l'exorcise, faut qu'il arrête un petit peu son délire parce qu'il est fou, limite il faudrait le tuer le gamin parce que il est possédé par le démon. Voilà, et donc il y a des vampires dans celui-là et c'était cool, voilà, de rencontrer des vampires là-dedans, c'était cool. Voilà, il s'appelle Sangre celui-là, le sang.
Bouquin suivant, j'ai perdu le compte. Alors, le suivant, c'est... Je le mets là, parce que celui-là, on me l'a prêté, c'est ma cousine qui me l'a prêté. Des jours de fée et de neige, de Lisa Ludek. Je ne sais pas comment ça se prononce. Chez Ozu. Alors, je connaissais pas du tout l'édition Ozu. J'ai découvert quelque chose. Et il est très joli, le bouquin. Enfin, vous l'avez vu, quoi. Très joli. Alors, là, je vais vous lire le résumé. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? C'est pas très grave. Ouais, si la lumière elle change, c'est parce qu'en fait je suis à la fenêtre et le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Je vais vous lire le résumé que j'en ai fait parce que sinon je vais repartir dans des explications à tort à travers et plutôt que d'apprendre un texte par cœur et de le réciter comme une poésie, je vais vous le lire, ce sera mieux. Alors, c'est parti. Père Castor, raconte-nous une histoire, oui. Alors, Yana, je l'ai prononcé Yana, mais c'est peut-être Jana, je ne sais pas. Yana a depuis toujours arpenté les forêts et grottes de son île. La forêt devient son échappatoire à la mort de son grand amour. Lorsque la peste arrive sur l'île, elle et sa meilleure amie Enya sont accusées de sorcellerie et condamnées au bûcher. Sauvées in extremis, elles partent dans la forêt enneigée en quête d'un village plus hospitalier, et bientôt, une mission leur est confiée par les loups. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que c'est du fantasy ou pas? C'est... Comment dire? C'est difficilement explicable en fait. Il y a pas mal de choses au début qui m'ont fait penser, non, c'est pas de la fantaisie, ça peut pas être de la fantaisie, il se passe pas... Il y a rien de fantaisie. Après, quand les loups arrivent et que ils ont l'air d'écouter Yana, je dis, il y a peut-être un truc avec des loups, peut-être... voilà, on est peut-être sur de la fantaisie. Et à la fin, en fait, elle rencontre le dieu des morts, donc de la mort. Donc, oui, c'est de la fantaisie. On parle pas aux dieux comme ça, aux démons, aux êtres immortels, etc., etc., dans la vraie vie. Ou alors, faut consulter, quoi. Voilà, enfin après, je jette pas la pierre à ceux qui ont des visions, hein, mais dans mon monde, on parle pas aux dieux de la mort. Donc voilà, c'était vraiment bien, c'était un peu lent, en fait, le rythme est un peu lent, mais je trouve que ça représentait vachement bien, en fait, l'histoire où ça se passe dans la neige, elles sont toutes les deux dans la forêt, elles cherchent leur chemin, perdues dans les tempêtes de neige, etc. Vous savez, en fait, quand il neige et qu'il y a cette espèce de... on dirait que le temps s'arrête, en fait, il n'y a plus de bruit, etc., etc. Je trouve que c'est vachement bien représenté, en fait, au niveau du style, du style d'écriture. Hein. Non, c'était vraiment bien. Et voilà, j'ai vu aussi, j'aime à penser qu'il y a un certain parallèle avec le cheminement du deuil, parce que donc, Yana a perdu son amoureux et donc sa meilleure amie Enya, c'était le frère en fait de son amoureux. Donc elles ont toutes les deux perdu un proche et voilà leur quête. Voilà, j'ai vu un parallèle avec le chemin du deuil. Je sais pas si c'est fait exprès, mais moi ça me fait plaisir de voir ça. Voilà. Et non, c'était vraiment cool. Ça se passe, on sait pas trop où exactement, c'est un monde inventé, mais ça ressemble un peu à un monde scandinave en fait, une île au nord, une île nordique, en plus avec les loups qui ont quand même une place importante dans la mythologie scandinave, etc. Donc voilà, je pense que c'était inspiré de ça. Bouquin suivant. Le bouquin suivant, je le mets ici, celui-là, parce que je l'ai prêté. Donc, je l'ai pas là en ce moment. C'est mon papa qui l'a. C'est L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson chez Le Livre de Poche. Il m'a été offert, en fait, à la librairie. C'était mon premier Brandon Sanderson. Je pense que ça se fête. Voilà. Et c'était vraiment pas mal. Donc, on suit Shai. Shai qui a la capacité de réécrire le passé des objets afin de modifier leur présent. Voilà. Donc, par exemple... Elle a une table toute abîmée, le bois est vraiment défoncé, donc elle va en fait changer le passé du bois pour lui faire croire qu'il est passé entre les mains d'un super ébéniste, etc. Et hop, la table devient une super table sculptée, etc., etc. Voilà, donc c'est son pouvoir, entre guillemets. C'est un pouvoir qu'elle a appris en étant jeune. Et elle a été arrêtée en fait parce qu'elle était en train d'essayer de voler le sceau de l'empereur. Elle est mise en prison et elle attend son exécution, sauf que les conseillers de l'empereur viennent la voir et lui proposent un marché. L'empereur a été mortellement blessé et lui propose de modifier, enfin il lui propose,
mais non pas vraiment, il lui demande de modifier l'âme de l'empereur pour, entre guillemets, le ressusciter. Il n'est pas mort, il est dans une espèce de léthargie, en fait, où il est une espèce de coma, en fait, il fait rien. Donc voilà, elle doit réécrire l'âme de l'empereur pour qu'il revive et pour éviter les guerres de trône, etc. etc. Donc c'est une magie qui est très polémique parce qu'on ne modifie pas les êtres vivants. C'est un peu illégal et très très controversé, mais contre sa liberté, elle va accepter de le faire. Et donc c'est pas mal, on est un peu sur des intrigues de cours, etc. etc. mais vraiment pas beaucoup. Il y a très peu de rebondissements en fait, on suit vraiment quasiment que Shai sur comment est-ce qu'elle va faire pour modifier l'âme de l'empereur. Et donc, on est, comment expliquer ça? On est surtout sur la description de ce type de magie, en fait, de comment ça marche, les effets que ça a, etc. Voilà, il y a peu de rebondissements, mais c'était vraiment cool, quoi. Vraiment. Bouquin suivant, j'ai toujours pas retrouvé le compte. Hein. Le suivant, c'est Jeu de glace d'Agatha Christie. Alors c'est aux éditions Le Livre de Poche, mais carrément vieux quoi, on voit même plus le logo. Voilà, c'est un bouquin que j'ai récupéré en fait de mon papa quand il a fait du tri dans ses bouquins. Mon père ou de ma mère? Qu'est-ce qu'il a trié celui-là? Non, c'est mon père. Voilà, vous voyez, il est tout jaune. Il est tout jaune, mais bon, on s'en fiche. J'adore Agatha Christie, bref, j'y reviens après. Donc celui-là, en fait, c'est une enquête de Miss Marple. Donc, Miss Marple est en fait appelée à l'aide par une de ses anciennes amies pour qu'elle aille auprès de sa sœur, Mrs. Louise Serocold, Carrie Louise Serocold, et parce qu'en fait, elle inquiète un petit peu son entourage parce qu'elle présente des signes d'empoisonnement à l'arsenic. Elle a été mariée 3 fois à des hommes qui avaient déjà des enfants et qui, quand ils sont partis, ont laissé les enfants là. Donc c'est autant d'enfants, beaux enfants, petits enfants, etc., qui pourraient en vouloir à l'héritage. Mais au grand étonnement de tout le monde, c'est pas elle qui est retrouvée morte, mais quelqu'un d'autre. Je vais pas dire qui, parce que peu importe, c'est pas elle qui est retrouvée morte. Donc Miss Marple va enquêter sur qui peut bien vouloir la mort en fait de quelqu'un là, de cette personne, et qui peut avoir empoisonné Carrie Louise pour l'argent ou pour autre chose, on ne sait pas. Donc c'est une petite enquête de Miss Marple, c'était vraiment cool, ça se lit vraiment bien, ça. J'adore Agatha Christie et tout ce qui est un petit peu comme ça. Cozy Mystery, je sais pas si c'est du Cozy Mystery Agatha Christie, mais j'adore Agatha Christie depuis assez longtemps, le collège je crois, c'est les premiers bouquins que j'ai lus aussi en VO. Voilà, j'adore ça, le style un peu cocon anglais, ça sent le thé et le cottage anglais quoi, donc j'adore, voilà. Suivant. Oh non, pas le téléphone. Attendez, bon, je vais couper puis je reviens. Le dernier bouquin de cette vidéo, La Cour des Ténèbres, premier tome de Vampiria de Victor Dixon, chez Robert Laffont. Ça fait 4 fois, c'est la 4e fois que je fais cette section parce qu'à chaque fois j'oublie ce que je dois dire et je m'en mêle les pinceaux. Et du coup c'est pénible. Du coup, je vais essayer de pas oublier des choses. On refait, d'accord? C'est parti. Donc... pour résumer, la phrase qui pourrait résumer le truc, c'est Louis XIV est un vampire. Voilà. Au soir de sa mort, donc en 1715, Louis XIV a été transmuté en vampire pour pas qu'il meure, voilà. Il a été transmuté en vampire. Depuis, il règne d'une main de fer sur la Vampiria, sur la Magna Vampiria, qui est en fait l'Europe. En fait, les pays d'Europe ont prêté allégeance au roi de France, qui est donc un vampire. Et on a une hiérarchie, on a la haute noblesse, c'est des vampires. Juste en dessous, on a la petite noblesse et les docteurs. Donc la faculté hématique, c'est ceux qui ont trouvé le moyen de transmuter les vivants en morts-vivants. Et en dessous, donc tout ça c'est des mortels. Hein. Et en dessous, on a le caretta. Le caretta qui sert de bétail pour la haute noblesse, donc pour les vampires. Tous les mois, ils sont ponctionnés de 10% de leur sang. C'est la dîme.
Voilà, pour nourrir la haute noblesse. Voilà, donc c'est quand même pas cool. Donc il y a la fronde qui s'organise, etc. 300 ans plus tard, Jeanne Froidelac découvre que ses parents et ses frères font partie de la fronde le jour où la milice vient les arrêter et les assassiner. Elle réussit à s'échapper avec son frère et trouve refuge chez un petit baron en fait du coin et surtout chez la baronnette, la fille du baron, du baronnet. Sauf qu'en fait ils vont être trahis, donc tout le monde est assassiné sauf Jeanne qui a réussi à se cacher. Et en fait elle va se faire passer pour la jeune baronne, la jeune baronnette, donc Diane de Gatefrisch. Quand la milice arrive, elle dit « Oh là là, mon père est mort, regardez ce qu'ils ont fait, tout ça. » Et elle va être recueillie en tant que pupille du roi et envoyée à l'école qui forme les jeunes nobles à la vie à la cour. Donc, on va avoir des petites intrigues de cour, etc., etc. Et donc, sous l'identité de Diane de Gatefrisch, elle aura un seul but, c'est de tuer celui qui a tué ses parents et pourquoi pas même le roi lui-même, carrément. Allons-y, n'ayons pas peur. Évidemment, tout va pas se passer comme prévu, sinon ce serait pas rigolo. Et c'était bien. En fait, donc on est 300 ans plus tard, donc on est à peu près en 2014-2015, étant donné que c'est l'an 299 après le 1715, donc au final on n'est pas en 2015 mais 2014. Et on est coincé à l'époque baroque en fait. C'est pas comme si on était dans un monde comme le nôtre, mais sous Louis XIV. Non, on est resté à l'époque baroque. Et c'était bien, donc il y a les ghouls aussi qui se baladent, il y a des monstres, il y a des morts vivants et tout et tout. C'était cool, vraiment. J'ai hâte de lire le tome 2 qui sort le 17 juin. Je l'ai déjà précommandé, donc il devrait arriver le 17 juin, si les transporteurs font pas n'importe quoi, comme ils ont fait hier par exemple. Mais bon, je vais pas reparler de ça parce que je vais m'énerver. Bref, c'était cool. Voilà, donc celui-là en fait je l'ai terminé le 4 juin. Hier matin, ouais c'est ça. Mais bon, je l'ai lu en majorité sur le mois de mai, donc je le mets dans mon point lecture du mois de mai. Faudrait que je trouve un nom d'ailleurs, tiens, pas que ce soit point lecture, mais trouver un truc un peu original. Bon, on verra. Bref, voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Et puis, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça sera. Je réfléchis. Je pense que je ferai une vidéo, je publierai une vidéo les lundis. L'heure sera approximative hein, parce que probablement vers 18h. Parce que si c'est comme la dernière fois où j'ai mis en ligne ma vidéo le lundi et qu'en fait le mardi matin elle n'était toujours pas en ligne, ça va être galère. Mais là je vais essayer de filmer le vendredi et puis monter le samedi ou le vendredi le samedi pour que ce soit mis en ligne le lundi. Mais en fait on s'en fiche de tout ça. Non? Si? Oui? Je ne sais pas. Bref, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de je ne sais pas quoi. Au revoir! Et j'ai oublié le truc habituel de YouTube. Abonne-toi, laisse pouce bleu et commente, dis des trucs dans les commentaires, même coucou.